Et voilà, donc on vous propose de réfléchir ensemble avec nos deux invités autour de ces enjeux, autour des questions de migration et des solidarités nécessaires pour pouvoir les vivre, pouvoir les accompagner. Voilà, donc c'est tout l'enjeu. On devait être 3 intervenants à prendre la parole. Moi, je suis Dominique, je suis l'animateur. J'accompagne la prise de parole. Mais la 3e intervenante nous a prévenu une extinction de voix, ce qui est ballot pour prendre la parole. Donc, on n'en aura que 2 et on va se concentrer sur vos 2 expériences à vous deux. Je vous présente rapidement et puis je vous proposerai un petit exercice pour aller plus loin dans la présentation. On va d'abord commencer par les femmes. Une autre Dominique Durand. J'ai noté que vous étiez plutôt une militante, on peut dire ça, engagée sur ces questions de l'accueil des exilés, des migrants, de toutes ces solidarités qui doivent être mises en place. Et vous nous direz dans quel cadre vous travaillez et comment vous en êtes arrivé là. Et puis un peu plus loin, Benoît Dubigeon, qui lui est franciscain, et à ce titre-là, comme franciscain, concerné par les questions de la pauvreté, entre autres, mais bien d'autres. Et vous êtes aussi président de la Fondation François d'Assise, et vous nous direz sûrement un mot sur ce que c'est que cette fondation. Voilà. Avant qu'ils prennent la parole, peut-être qu'on pourrait prendre la parole à votre niveau. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu écouter ces questions autour de la migration? En quoi ça vous concerne? Voilà, quelques expressions spontanées de votre part. Ou même comme ça, même, on vous entend. On répétera si vous n'entendez pas. Pourquoi vous avez choisi cette rencontre-là? Oui. Tout simplement parce que je donne des cours de français langue étrangère à beaucoup de personnes qui viennent. Très bien, tout le monde a entendu, parce que cette dame donne des cours de français comme langue étrangère à des personnes qui doivent apprendre le français. Oui. Je suis près du diocèse et aussi professeur d'histoire-géographie. Et donc en géographie avec des lycéens, on est en plein dedans. Ouais, en première ligne de ces questions, voilà. Votre travail de géographie. Un des aspects de la migration, c'est que les demandeurs d'emploi, pour la plupart, n'ont pas de titre de séjour et qu'on est dans cette boucle à la fois illogique et hypocrite où il faut avoir travaillé pour pouvoir obtenir un titre de séjour, mais on n'a pas le droit de travailler si on n'a pas de titre de séjour. Alors, peut-être que ça nous fait une toute petite transition avant d'entrer dans la rencontre avec nos 2 intervenants. Est-ce qu'on peut se clarifier, peut-être pour vous, Dominique, c'est quoi être migrant, c'est quoi être réfugié, c'est quoi être demandeur d'asile, c'est quoi, comment on distingue tous ces niveaux? Vous pouvez nous clarifier un peu ça? Il y a effectivement un peu 2 catégories, comme vous l'avez dit, c'est les demandeurs d'asile. C'est ceux qui fuient leur pays. Mettez bien le micro près de la bouche, voilà. Donc, qui sont persécutés dans leur pays, qui fuient leur pays et qui demandent de l'asile en arrivant en France. Donc, qui deviennent des réfugiés, c'est ça? Ah ben non, pas forcément, justement, c'est bien ça le problème. Faut bien clarifier. Et il y en a une partie d'entre eux qui devient réfugié quand l'asile leur a été accordé. Et les autres vont se retrouver dans la situation de tous les migrants qui, eux, ont fui leur pays pour d'autres raisons, pour des raisons économiques et toujours... alors déjà, il faut dire que pour tous, c'est un parcours douloureux, de toute façon. Parce que s'exiler, c'est un choix toujours, j'imagine, extrêmement difficile. Et donc, les déboutés de l'asile vont se retrouver, comme les autres migrants, à chercher à être accueillis chez nous. Voilà, donc, on verra si ça suffit pour clarifier dans ce qu'on parle. Il faudra bien que, quand on prenne la parole les uns les autres, on vérifie bien, est-ce qu'on parle d'un réfugié, est-ce qu'on parle d'une personne, un migrant pour le travail, est-ce qu'on parle d'un migrant temporaire qui vient pour cueillir des fruits dans nos vignes ou je ne sais pas quoi. Voilà, bien clarifier de quoi on parle pour ne pas faire des généralités qui créent de la confusion. Voilà. Alors avant d'entrer maintenant dans le vif du débat, peut-être que vous pourriez vous présenter. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait une démarche un tout petit peu synodale, puisqu'on est un peu dans ce terre du temps. Peut-être Dominique, vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé sur ces questions-là. Puis ensuite, je demanderai à Benoît de réagir par rapport à ce que vous avez entendu avant de vous présenter à votre tour. D'accord? Donc Dominique, je vous donne la parole. Comment est-ce qu'on devient une militante sur ces causes-là? Alors moi, je fais partie de Réseau d'éducation sans frontières depuis 20 ans. Donc c'est un réseau qui s'est créé
Quand Sarkozy est arrivé ministre de l'Intérieur en 1973, en 1900, pardon. 93, donc, non, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Donc en 2003, pardon, je mélange les dates. Donc quand il est arrivé ministre de l'Intérieur en 2003, et donc qu'il a commencé à expulser très facilement des familles avec des enfants scolarisés, ou bien ce qu'on appelle les jeunes majeurs. Donc ce qu'on appelle un jeune majeur, c'est un jeune qui atteint l'âge de 18 ans. Donc jusqu'à 18 ans, on est en situation régulière tant qu'on est mineur, et quand on atteint l'âge de 18 ans, on bascule en situation irrégulière. Donc ce réseau a été créé par des professeurs qui tout d'un coup trouvaient des chaises vides dans leur classe parce que des gamins avaient été mis dans l'avion et expulsés. Donc le réseau s'occupait essentiellement donc, des familles avec enfants scolarisés et des jeunes majeurs scolarisés. Maintenant, la situation est différente, c'est-à-dire qu'elle s'est aggravée terriblement, et donc on s'occupe de tout le monde. Et puis, on travaille ensemble avec toutes les autres associations. Donc, j'en vois justement du Secours catholique avec qui on travaille, quoi. Et donc, on a créé toutes les associations de l'Essonne qui s'occupent de migrants. On a créé un collectif qui s'appelle le collectif Exilé 91. Alors, toutes les personnes, je vois ceux qui sont là du Secours catholique, s'occupent d'aider les étrangers dans leur démarche administrative, mais on fait aussi des actions militantes, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des mobilisations pour défendre notamment des jeunes qui font nos dernières mobilisations, c'était pour des jeunes scolarisés qui vont être expulsés. Et donc, l'action n'est pas terminée. Alors vous ne nous avez pas dit, donnez-nous juste quelques briques de votre parcours personnel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous vous engagez sur ces questions-là? Vous étiez professeur vous-même? Moi je travaillais dans une université et c'est vrai qu'on avait aussi des étudiants qui rencontraient ce problème. Alors eux ils l'ont rencontré surtout au moment de Guéant, qui avait fait une circulaire dont le but était de faire partir un grand nombre d'étudiants qui étaient venus pour étudier et qui au départ étaient en situation régulière, quoi. Donc à l'université d'Orsay où je travaillais, on s'était beaucoup mobilisé au moment de la circulaire Guéant qui a été supprimée quand la gauche est revenue au pouvoir en 2012. Merci. Alors, je donne la parole maintenant à Benoît, peut-être pour raisonner avec ce que vous avez entendu ou voilà, rebondir. Bonjour à tous. Moi, j'ai entendu que c'est à partir d'un événement paroxystique, voilà, la décision de Nicolas Sarkozy, une crise qui a généré le début de votre action. Donc la crise, d'ailleurs, quand je prononce ce mot, je l'entends un peu comme les Chinois l'entendent, à la fois une épreuve redoutable et puis aussi une opportunité de créer un réseau. J'ai entendu ça. Et puis j'ai entendu aussi que vous avez essayé de faire le lien avec d'autres réseaux. Donc tout est lié, hein, de travailler en réseau les uns avec les autres. Ça a généré toute une dynamique et qu'à partir d'une épreuve, c'est de la fécondité qui a été générée. Merci. Alors maintenant, à votre tour, Benoît, peut-être de dire comment vous en êtes arrivé dans vos propres engagements, et puis je laisserai Dominique réagir. Alors, moi au début, juste après, donc je suis un frère franciscain, juste après mon ordination, j'ai travaillé avec l'accord de mon provincial dans la cité des Bosquets à Clichy-Montfermeil pendant 2 années dans le cadre de la réhabilitation de ce grand ensemble de 28 000 habitants, 97% immigrés. Donc les immigrés, ceux qui vivaient dans les squats, en surnombre, hein, 20 personnes dans un appartement qui fait à peu près 30 mètres carrés. Ça, j'ai connu. J'ai connu la question des papiers, très, très difficile, la question du chômage, la question de la drogue, la question de la précarité, vous ne pouvez pas imaginer plus grave. Et puis après, j'ai failli être assassiné sur place, donc ça n'a pas été très très simple pour moi. On a essayé de travailler en lien avec le Premier ministre, le ministère de la Ville, et puis Courage Fillon. Les ministères se sont défaussés complètement sur cette question, donc moi je ne pouvais pas rester dans un bureau toute ma vie, je n'étais pas fait pour ça. Donc j'ai changé, je suis devenu prof de maths
en lycée professionnel, et puis après, je ne veux pas vous raconter ma vie. Et puis ce qui s'est passé en 2013, prédécesseur de Michel Ponsard m'a appelé à être aumônier de prison. Et je viens de terminer 12 années de ministère à la prison, à Fleury-Mérogis, un ministère extraordinaire qui a bouleversé ma vie. Et là, j'ai rencontré effectivement beaucoup de grande précarité, des petits délits, la drogue, les violences conjugales, etc. Puis aussi des grands criminels, des gens pédocriminels. J'ai accompagné des terroristes. Hein. Et puis, j'ai accompagné beaucoup de migrants, justement, des gens qui ont été piqués à Roissy en train de transporter de la drogue entre le Brésil et Hanoï. Comment on dit j'ai oublié le nom de la ville. Amsterdam, quoi. Amsterdam, un grand lieu de trafic. Et donc, ils étaient arrêtés directement à Roissy, et là, ils se retrouvent sans parler la langue française, sans personne pour leur donner des mandats, dans une pauvreté complètement imaginable. Et donc, moi, je ne pouvais rien faire, je n'avais qu'à être. C'était mon ministère. Essayer d'être bien dans la juste présence avec ces personnes, sachant que je ne pouvais rien faire. Et c'est très difficile, et en même temps, c'est une très bonne chose de ne pouvoir rien faire et leur être bien présent. C'est ce dont ils avaient, je pense, le plus besoin. Dominique, est-ce qu'il y a une autre chose que vous avez entendue là dans ce parcours qui vous touche ou qui résonne avec le vôtre? Pardon. Donc, ça me touche, ces appartements qui sont occupés par 20-30 personnes, quoi. C'est une réalité que vous avez... Effectivement. J'ai eu des étrangers, effectivement, qui étaient à 20 personnes dans un F3. Et les gens se relayaient, ce que vous voyez, les gens se relayaient sur les lits, quoi. Il y en avait qui dormaient le jour et d'autres qui dormaient la nuit, et avec des enfants. Je peux ajouter une chose, c'est qu'à partir de, justement, la cité des Bosquets, à Clichy-Montfermeil, voyant l'étendue des dégâts de cette société qui met les gens dans des tours, dans des conditions absolument innommables, sans transport en commun pour pouvoir aller bosser à Paris. J'ai eu l'idée, j'ai fait connaissance à Évry de Claire Hébert-Suffren, qui avait créé les réseaux d'intelligence de savoir, c'est-à-dire qui permettaient de mettre en... Échange réciproque de savoir, merci. Ça date un peu pour moi. Et ça permettait de mettre en contact des gens, par exemple, qui savent faire un couscous, puis une personne qui fait de l'informatique, et pouvoir faire un échange de savoir gratuitement, et donc de mettre en lien des personnes à partir de leur savoir, ce qui est tout bénéfique pour mettre en valeur les capacités des uns et des autres. Voilà. Je ne sais pas faire un couscous, apprenez-moi. Et la personne est valorisée dans le fait de pouvoir apprendre le savoir. Et je crois que ce réseau existe encore à la Cité des Bosquets. Merci. Est-ce qu'il y a une autre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Ça va? Pas de cris, tout va bien. Alors, je vous redonne la parole, peut-être chacun pour une dizaine de minutes, pour présenter un peu votre réflexion sur ce sujet, avec ce que vous avez préparé. Je préfère que vous alliez, parce que moi, ce que j'ai préparé, c'est pas tout à fait lié aux migrants. Okay. C'est plus une réflexion un peu générale. Très bien. C'est moins incarné. Dominique, on vous laisse la parole pour commencer. Alors, moi, c'est complètement lié aux migrants. Donc, déjà, je voudrais vraiment émettre un cri d'alarme, parce que mon sentiment, on a quand même dépassé un stade supérieur, et que l'étranger en Occident est vraiment maintenant considéré comme un indésirable qu'on peut déplacer ou expulser au gré des besoins économiques, et qu'on ne considère plus comme une personne à part entière, quoi. Alors on le voit très bien aux États-Unis, avec ce qui se passe avec la police de l'immigration, où vraiment c'est une véritable chasse aux étrangers, qui est ultra violente et qui entraîne des situations absolument dramatiques et totalement inhumaines. Mais il faut se rendre compte que c'est en train de venir aussi en Europe. Donc vous avez peut-être entendu parler donc, du pacte migratoire européen qui a été donc, dessiné en 2024. Et qui n'est pas encore en application. Donc on n'a pas vu ce qui va se passer, les conséquences de ce pacte migratoire, puisqu'il va rentrer en application seulement au mois de juin, c'est ça, au mois de juin 2026.
Donc en fait, c'est tout un ensemble de règles pour gérer, définir très précisément les chemins migratoires, et puis aussi pour régir de manière concertée au niveau de l'Europe les demandeurs d'asile, quoi. Et donc, avant l'application, là, ils viennent de faire passer, enfin, c'est la Commission des libertés civiles, c'est quand même extraordinaire, que c'est la Commission des libertés civiles qui vient de définir une nouvelle directive, une directive retour. Donc, il en existait déjà une depuis 2008, mais celle-là, elle va être absolument pire que tout, donc elle comporte que des mesures inhumaines. Alors, je vais en donner certaines. Donc il y aura une instauration d'une interdiction du territoire européen définitive. Donc actuellement, peut-être vous le savez, que quand les gens ont les fameuses OQTF, les obligations à quitter le territoire, ils ont en plus une interdiction du territoire français, mais pour un nombre d'années, bon, qui maintenant est souvent jusqu'à 5. Mais là, ce sera une interdiction définitive. C'est-à-dire la personne, quelles que soient les conditions, même si elle se marie avec un Français dans son pays, elle ne pourra pas rejoindre l'Europe. Alors, l'autre chose monstrueuse, c'est qu'il prévoit la possibilité d'enfermer les personnes dans des centres de retour qui vont se trouver à l'extérieur des frontières européennes. Donc des centres de rétention qui ne seront plus, par exemple, en France, mais qui seront à l'extérieur. Et puis aussi la possibilité de placer en détention, en rétention. Alors, il faut savoir qu'un centre de rétention administrative, c'est pire qu'une prison, parce que les gens sont exactement comme en prison, mais avec absolument aucun accompagnement par rapport à ce qu'on peut quand même trouver en prison, quoi. Et donc pour l'accès à la santé, pour l'accès à l'éducation, il ne faut même pas y penser. Et donc ils envisagent, enfin, c'est pas qu'ils envisagent, c'est dans cette directive retour la possibilité de mettre en détention toute personne le temps de vérifier ou de déterminer son identité ou sa nationalité. Donc quelqu'un qui fuit son pays, qui n'a pas de passeport, on va le mettre comme ça en rétention, un temps qui peut être allongé aussi, puisque je crois qu'on prévoit jusqu'à 2 ans dans la nouvelle directive retour. Donc, il n'y a plus aucun respect des droits fondamentaux des humains, quoi. Alors, vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu'une personne sans papier, en fait, quoi. Donc, une personne sans papier, c'est une personne qui n'a pas de titre de séjour à un instant T. Elle peut très bien en avoir eu avant. C'est une personne qui, à l'instant T, ne peut pas présenter un titre de séjour et qui est donc susceptible de recevoir donc, les fameuses obligations à quitter le territoire qui vous font assimiler, on voit bien dans tout ce qui circule dans les médias, qui font assimiler la personne à un délinquant. Alors que dans l'immense majorité des cas, les personnes porteurs d'OQTF ne sont absolument pas des délinquants. C'est des personnes comme nous, quoi, qui cherchent juste à avoir un avenir meilleur, comme nous. Et donc, toute personne actuellement qui se trouve sans papier peut être menacée de repartir dans son pays, quoi. Donc, je vais parler un tout petit peu de ce qui se passe vraiment pratiquement maintenant pour les sans-papiers. Alors, je m'excuse pour les personnes qui sont aussi dans les associations et qui connaissent parfaitement tout ça. Donc, on a assisté ces dernières années à un extrême durcissement de l'ensemble des lois qui régissent les étrangers, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas la nationalité française, quoi.
Donc cet ensemble de lois, peut-être ça vous dit quelque chose, ça s'appelle le CCEDA. Donc les étrangers, ils ont des lois qui sont propres à eux, quoi. Donc c'est quand même déjà une première discrimination, quoi. Et à ces lois se sont ajoutés, donc ces 2 dernières années, un nombre grandissant d'arrêtés et de décrets, quoi. Ce qui fait qu'en particulier depuis la loi donc, de janvier 2024, il n'y a plus aucun étranger. Aucun. Et il y a quand même 5 millions d'étrangers en France, quoi. Il n'y a plus aucun étranger qui peut se sentir en sécurité administrative, quoi. Et je peux vous donner tout de suite un petit exemple. Donc, nous, on aide, quand je dis nous, donc c'est toutes les associations de notre collectif. On aide les personnes dans leur démarche administrative, entre autres, à renouveler les titres de séjour. Et en ce moment, mes plus grandes difficultés, c'est d'arriver à renouveler les cartes de résidents des très vieux résidents. Donc, je donne toujours cet exemple parce que moi, j'en suis malade, parce que je n'ai pas encore réussi. C'est donc un monsieur qui est arrivé en 1953, à l'âge de 16 ans. Donc, il est né en 1937, il a 88 ans. Il est arrivé, c'était encore la colonisation en 1953, donc on l'a fait venir. Il est venu avec tous ces étrangers qu'on venait venir pour travailler pour nous. Il a donc travaillé toute sa vie, je crois qu'il a travaillé plus de 45 ans, quoi. Donc il touche, il est censé toucher une retraite, mais on n'arrive plus à renouveler sa carte de résident parce que, bon, je vais en parler après, à cause des problèmes de dématérialisation, et il demande des documents supplémentaires tout le temps et qu'on n'arrive pas à fournir. Bon, déjà parce que il a un peu de dégénérescence. Comme beaucoup de personnes très âgées, et il ne peut pas fournir ces documents-là. Donc là, actuellement, ça fait 1 an et demi qu'il n'a plus de titre de séjour. Donc en fait, le but, c'est qu'il reparte dans son pays et qu'il ne touche plus sa retraite, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est quand même carrément du vol, quoi, puisqu'il a quand même cotisé toute sa vie. Et je ne sais pas si je vais arriver à obtenir un renouvellement de carte de résident. Et ça, c'est pas un cas isolé. Je crois que les personnes qui s'occupent de vieux résidents se trouvent face à ce problème. Bon, ça c'est un exemple, mais en fait, ce qui a changé beaucoup dans la loi de janvier 2024, c'est qu'il n'y a plus de catégories protégées, quoi. Donc avant, il y avait des catégories qui ne pouvaient pas avoir d'OQTF, d'obligation à quitter le territoire. C'était, si je prends par exemple, c'est le cas des familles de Français, donc de mères d'enfants français. On a souvent des mères isolées avec des enfants français qu'elles ont eus avec des Français. Et maintenant, ce n'est plus une catégorie protégée, c'est-à-dire qu'on peut mettre une obligation à quitter le territoire à une mère d'enfants français. Et donc, on peut expulser sans problème des enfants français. Parce que on peut aussi, l'autre catégorie, on peut aussi faire perdre les cartes de résident à un réfugié, parce qu'il y a une notion très utile pour empêcher les gens d'avoir des titres pérennes, c'est la notion de menace à l'ordre public. Donc, vous avez peut-être entendu ça, donc c'est une notion extrêmement floue, mais qui permet de ne pas renouveler un titre de séjour ou de ne pas donner un premier titre de séjour pour une mère d'enfants français. Et la menace à l'ordre public, c'est pas du tout nécessaire que la personne ait eu une condamnation, quoi. Ça peut être un délit routier, mais ça peut être vraiment une très petite chose. Bon, un gamin qui est pris avec un peu de shit dans sa poche, là... il a toutes les chances de ne pas pouvoir avoir de titre de séjour, quoi.
Alors, ça, c'était déjà dans la loi de janvier 2024. Mais il y a eu plein de nouveaux arrêtés circulaires qui se sont greffés dessus. Bon, déjà, en janvier 2025, donc Retailleau a supprimé la circulaire Valls, qui avait quand même permis de régulariser notamment des jeunes majeurs. C'est-à-dire des jeunes qui étaient arrivés mineurs en France, mais après l'âge de 13 ans. Parce qu'avant l'âge de 13 ans, il faut savoir qu'un jeune, il a droit à un titre de séjour. Mais c'est pareil, c'était une catégorie protégée, ce n'est plus une catégorie protégée. Donc en fait, il a droit, mais c'est très facile de le refuser comme menace à l'ordre public. Mais pour tous les jeunes arrivés après 13 ans bien scolarisés, la circulaire Valls permettait en général de les faire régulariser, et donc Retailleau a supprimé cela. Donc on a eu énormément d'OQTF de jeunes, donc des jeunes qui sont parfaits, qui vont à l'école normalement, qui tracent leur avenir, et tout d'un coup ils se retrouvent donc avec une obligation à quitter le territoire, et donc il faut savoir que quelqu'un qui a une obligation à quitter le territoire, il est fini en France maintenant. Parce que déjà, ça c'est dans la loi de janvier 2024, on ne peut pas redéposer avant 3 ans après une OQTF, quoi. Donc un jeune, qu'est-ce qu'il va faire pendant 3 ans? Il ne va rien faire, quoi. Donc ça lui détruit tous les jeunes là qui ont eu des obligations à quitter le territoire. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de mobilisation et qu'on va continuer à en faire. Leur avenir est terminé, quoi. Et c'est souvent des jeunes qui ont perdu quand même le contact avec leur pays, quoi, qui peuvent être avec leur famille. Alors, l'autre chose qui sont ajoutées, et je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui fait du FLE, donc vous avez forcément entendu parler de l'examen de français et de l'examen civique. Donc maintenant, pour pouvoir avoir un titre le premier titre de séjour, c'est toujours un titre de séjour temporaire d'1 an. Mais pour pouvoir passer à un titre un peu plus pérenne, qui est d'abord un titre de 2 ans, après éventuellement un titre de 10 ans, il faut passer un test de français. Et ils ont considérablement augmenté le niveau de français. Ce qui fait que là, il y a vraiment un nombre énorme d'étrangers qui va être complètement barré pour obtenir un titre, même un titre de 2 ans, quoi. Et en tout cas, une carte de résident de 10 ans, ceux qui font le français s'en rendent bien compte, il faut, bon, ça dit rien aux autres, mais il faut le niveau B1, et le niveau B1 est vraiment difficile à obtenir, quoi. Et là, on ne parle pas de la nationalité où il faut le niveau B2. Et, enfin, moi, dans tous les étrangers dont je m'occupe, et pourtant certains qui parlent français, qui comprennent exactement comme nous, et qui sont capables de discuter exactement comme nous, ils n'auront pas le niveau B2, quoi. Donc, la nationalité française, il ne faut même plus y penser. Et donc, ce qui est, je peux encore une minute, mais non, parce que là-dessus, moi, je trouve que le problème du français, je crois qu'on ne s'en rend pas encore compte. Alors, moi, j'ai vraiment les mains dans le cambouis, parce que là, je me suis rendu compte que, à cause que les gens sont contraints de produire pour passer à un titre pluriannuel, ce test alors de niveau A2, mais qui est quand même déjà compliqué, parce que par exemple, il faut écrire, il faut faire une rédaction en français. Donc même si la personne, dans sa langue, elle va être très performante, en français, c'est normal, faire une rédaction sur l'ordinateur, elle aura du mal, quoi. Et donc, je vois fleurir dans les documents que les gens me donnent des faux tests de français qui sont payés très cher. Et donc ça me met dans des angoisses pas possibles, parce que à la préfecture, eux, ils s'en rendent compte. Moi, je commence à m'en rendre compte. Je ne sais même pas si tous les associatifs qui aident les personnes savent détecter un faux test de français, mais la préfecture, elle sait. Et donc là, la personne, elle aura une obligation à quitter le territoire, à tous les coups, quoi. Donc je trouve qu'on est vraiment dans un système diabolique, quoi.
où on respecte absolument plus les étrangers. Enfin, on les considère plus comme des êtres humains qui participent à notre société, quoi. Donc, je ne sais pas si je m'arrête là. Ou... Oui, on aura encore quelques questions à la fin, si je transmets la parole à Benoît pour son propre rapport. Voilà. Moi, ça va être peut-être plus théorique et moins concret, comme vous l'avez dit. Je trouve on vit une situation dans notre époque complètement paradoxale. On sait qu'on doit changer son mode de vie, réduire notre impact, préserver la planète. Puis de l'autre, on est confronté, comme vous l'avez dit, à des réalités humaines, sociales, économiques, budgétaires extrêmement concrètes. Il nous faut produire, créer de la richesse, assurer des emplois, tenir des équilibres financiers. Et par ailleurs, la migration est de plus en plus importante. Et on sait, c'est pas moi qui l'ai dit en premier, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et pour autant, vu l'expérience que j'ai eue en prison, de me laisser enrichir par toutes ces nationalités, tous ces gars que j'ai rencontrés qui m'ont vraiment apporté énormément dans ma vie humaine, chrétienne et spirituelle, je me dis, mais pourquoi on va se priver d'une telle rencontre de ces personnes qui viennent apporter aussi leur main-d'œuvre, leur force, que certains Français ne veulent pas dépenser. Alors, je me dis, comme un frère franciscain, comment tenir ces exigences qui nous paraissent vraiment complètement opposées? Et est-ce qu'on doit choisir entre le réalisme économique, d'une part, ou bien l'idéal écologique? Est-ce qu'on doit tenir le réalisme social, politique? On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ou aussi accueillir finalement la richesse de ces mélanges, parce que nos sociétés, nos différentes sociétés depuis des millénaires s'enrichissent par la différence. Si elles restent cloisonnées entre elles, eh bien, elle va s'étioler. Voilà. Alors, cette opposition, vous voyez, on vit dans une opposition, la droite, la gauche, la foi, la raison, voilà, que sais-je, on peut décliner ça à l'infini. Et si la vraie question n'était pas que faut-il choisir, mais plutôt comment tenir ensemble ce qui nous semble opposé. Et je voudrais me référer au XIIIe siècle, donc la naissance de nos deux ordres, franciscains et dominicains. Thomas d'Aquin, évidemment, dominicain, qui a beaucoup développé la Somme en essayant de comprendre, en analysant, en serriant les problèmes de plus en plus petits. Et il est, je pense, le père de notre esprit scientifique qui cherche à analyser. Et une fois qu'on a analysé une partie, on va aller encore chercher la sous-partie, puis la sous-sous-partie, les atomes, etc. Et heureusement qu'on a eu saint Thomas d'Aquin qui a légitimé notre science moderne aujourd'hui. Et puis, on a eu aussi Saint Bonaventure, ils étaient contemporains, ils enseignaient à la Sorbonne, qui lui cherchait plutôt à contempler, c'est un franciscain donc, qui a succédé à François d'Assise dans les années 1250, et il cherchait lui à contempler, à relier et à élargir. Et dans cette démarche, il pressent quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'à toute réalité, on peut trouver une réalité opposée. Et c'est là, je veux en venir, non pas pour les opposer, mais pour les tenir ensemble. Et puis alors, 2 siècles plus tard, je crois, Nicolas de Cuse a formalisé ça en appelant ça la coïncidence des opposés. Ça signifie, la vérité n'est pas toujours dans le choix de 2 positions qui, paradoxalement, sont opposées, mais dans un espace plus grand où ces 2 positions peuvent coexister et s'éclairer mutuellement. Par exemple, j'ai eu la chance de croiser dans ma vie des personnes assez haut placées dans le gouvernement. Je pense à Xavier Darcos, le grand chancelier de l'Institut de France, je pense à tel député, telle sénatrice, etc. Et à chaque fois que, quand il m'invitait, que je pouvais parler des plus pauvres, que je rencontrais en prison, ou justement dans la Fondation François d'Assise, où on essaye de collecter de l'argent, de l'argent qui est défiscalisé avec les impôts. D'ailleurs, je vous rappelle que l'ouverture des impôts, ça vient de s'ouvrir, là, vous pouvez déclarer vos impôts maintenant. Eh bien, on permet de défiscaliser une partie des dons en donnant des associations à but non lucratif. Et c'est ce qu'on a fait, nous, les franciscains, on a créé cette fondation. Et quand des plus riches vont pouvoir participer à un effort solidaire pour des plus pauvres, pour des plus démunis, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire on n'est plus dans l'opposition des riches et des pauvres,
On tient ensemble des riches et des pauvres. Et les riches sont gagnants, comme les pauvres, bien entendu. Par exemple, prenons un exemple. Quand on dit, quand Saint Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est une belle phrase, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais l'expérience de ma propre pauvreté, de ma propre vulnérabilité, je fais l'expérience de dépendre d'autres, et j'ai besoin des autres pour exister. Les riches, les personnes du gouvernement que j'ai rencontrées, elles ont besoin aussi des gens plus pauvres. Elles ont besoin de l'apport des migrants. Elles ont besoin d'une autre culture pour pouvoir finalement persévérer dans leur fonctionnement et dans un équilibre politique et économique et social et humain. Et donc, je pense que cette dynamique, pour moi, je vis ça comme une dynamique. Tenir ensemble ce qui apparemment nous oppose, plutôt que de s'envoyer des missiles les uns sur les autres et de se détruire sur la tronche, quoi. Je trouve que Thomas d'Aquin et Bonaventure se complètent énormément bien. Il ne faut pas les opposer. Heureusement qu'on a Thomas d'Aquin et heureusement qu'on a Saint Bonaventure. Et si on pouvait aujourd'hui dans notre société apprendre à s'écouter, à tenir compte les uns des autres. Par exemple, dans une forêt, vous avez un chêne, et si on regarde bien, il y a toujours une petite pousse de chêne qui pousse à côté, qui est fragile, et qui a besoin du fort pour pouvoir exister et grandir. Et d'ailleurs, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a des réseaux souterrains entre les arbres qui permettent au fort de protéger le faible, et puis aussi, lorsqu'il y a un danger, par exemple une tempête ou un cyclone qui va s'annoncer, ils envoient des influx nerveux pour prévenir les uns et les autres et se protéger. Donc je me dis, c'est une image symbolique, c'est réel, c'est pas qu'une image, c'est du réel, mais je me dis, si ça pouvait aussi, sur le plan humain, si on pouvait en tenir compte de ce que les forts ont tout intérêt à protéger les faibles, plutôt que de les exclure loin. Alors le QTF, moi j'aimerais bien savoir, je sais, parce que j'ai rencontré en prison beaucoup de jeunes qui étaient sous OQTF, c'est-à-dire on leur disait, vous êtes sous OQTF, on vous réduit votre peine si vous acceptez de partir direct dans votre pays. Le problème, c'est que souvent, c'est des jeunes qui ont grandi en France et ils connaissent personne dans leur pays, ils connaissent même pas la langue, alors on va les renvoyer dans leur pays sans aucune connaissance. Voilà. Alors la question que je me pose, c'est, je crois savoir que les OQTF, ils sont appliqués qu'à 20%. C'est-à-dire que 80% des OQTF, c'est ça, je me trompe, ou 20 ou 30, ou je ne sais pas, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que tous les OQTF n'aboutissent pas à une sortie du territoire français. Alors, le chiffre, je ne suis pas sûr du tout de moi, mais c'est de cet ordre-là. C'est même moins que ça. Il y a peu d'OQTF qui sont impliqués, mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve simplement qu'il y a un nombre énorme de personnes qui ne devraient pas être sous OQTF. Tous les jeunes qu'on a eus là, justement, c'était des jeunes qui étaient scolarisés et qui étaient très motivés dans leurs études et qui vivaient, pour certains, avec leurs parents régularisés. C'est-à-dire que leur famille était ici. Il n'y avait aucune raison d'avoir une OQTF. Simplement, ils étaient arrivés après l'âge de 13 ans, donc ils avaient moins de 7 ans de présence en France, et Retailleau, en janvier, a décidé qu'il fallait 7 ans de présence. C'est tout. Donc c'est une façon de se débarrasser, l'OQTF, c'est une façon de se débarrasser des problèmes, plutôt que de l'affronter, plutôt que de... Alors je sais bien, il y a toute la violence, il y a les drogues, la drogue est un phénomène que j'ai vu de près en prison qui pollue toutes les relations humaines et dont forcément les territoriaux veulent se protéger. C'est légitime, parce que la drogue engendre la violence, les vols des maisons, donc on comprend qu'on veuille se protéger. Mais est-ce qu'il faut opposer, est-ce qu'il faut exclure une société qui, de toutes les façons, va vers un mix et un mélange? On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais en même temps, quand elle est là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment tenir ensemble? Voilà, c'était ça en réfléchissant à mon intervention ici, et je me suis rapproché de Bonaventure. Comment tenir ensemble? Je n'ai pas la solution en plus. J'ai l'air de savoir, mais je ne sais pas. En fait, je sais que je ne sais pas.
Comment tenir ensemble? Il faut travailler en réseau, précisément, pour qu'on puisse s'accueillir les uns les autres, et puis aussi que les forts puissent bénéficier des faits. Moi, j'ai vu, voilà, ce ministre, ce député qui a parlé des prisonniers, mais ça l'éveille à une réalité qu'il ne soupçonnait sans doute pas, si ce n'est simplement de façon intellectuelle, mais quand c'est incarné par le biais d'un aumônier là, qui vous parle de faits concrets, eh ben, ça change tout. Et ça le fait réfléchir. Et peut-être que lui, il va changer son comportement, sa manière de gouverner tel ou tel ministère ou sa circonscription. Voilà. Merci. Il nous reste 5-6 minutes pour échanger un peu. Merci pour vos deux apports qui sont eux aussi très complémentaires et très, très riches, qui donnent du fond et de la forme. Donc voilà, à vous de continuer à enrichir notre réflexion. Madame. Donc je reviens parce que initialement vous avez dit pourquoi vous êtes là, et donc je me suis dit pourquoi je me suis posé cette question-là. Et je pense que la manière la plus aiguë où j'ai vécu concrètement des interactions avec des personnes immigrées, c'était des mineurs non accompagnés qui vivaient donc dans le Var. On a fait plusieurs fois en fait dans le cadre du scoutisme. Alors on accueille déjà donc avec le service enfance et famille du Secours catholique des jeunes dans les camps scouts, mais on a aussi des compagnons, donc c'est Orsay, hein, voilà, c'est des contextes assez aisés, et ils vivent donc ce camp partagé avec des mineurs non accompagnés qui étaient dans la région de Draguignan, là dans le Var. Et tout d'un coup, il y a cette rencontre et il y a un éclatement, une explosion par rapport aux clichés qui sont véhiculés. Et c'est pour ça que j'étais pas très à l'aise, parce que toi Benoît, tu es dans un contexte carcéral, quoi. Et quand on parle d'immigration, tout de suite on entend les mots accueillir la misère du monde, tu vois, on parle de pauvreté, on parle de précarité et puis même de drogue, et enfin voilà. Et en fait, nous, ce qu'on a vécu avec ces mineurs non accompagnés, c'était pas du tout ça. C'était des jeunes qui étaient éduqués, qui avaient une niaque terrible, qui avaient une envie de travailler, qui étaient en attente de pouvoir être scolarisés à la rentrée suivante dans des lycées professionnels, mais qui avaient un désir de travailler, d'apprendre. Même nos compagnons, ils étaient impressionnés. On avait un chantier, hein, c'était dégager une source, parce que là-bas, en Provence, c'est des trucs un peu cruciaux d'avoir de l'eau pour la permaculture, etc. Et donc, ils maniaient la pioche et ils y allaient, et ils avaient une énergie et une envie voilà. Et donc je pense que moi j'ai lu encore récemment, il y a 25% des médecins en France qui sont de nationalité, 25% des médecins qui sont de nationalité étrangère. Donc en fait, quand on parle de l'immigration, des immigrés, on a toujours l'idée que c'est des gens qui sont sous-éduqués, etc. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, votre réseau d'éducation sans frontières, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi, au-delà de la migration, comment les gens sont reconnus pour leurs compétences, pour leur niveau d'éducation, et avec la barrière de la langue dont on parlait tout à l'heure. Mais moi, je vois ces jeunes, bon, voilà, j'espère de tout cœur qu'ils ont pu mener leurs études et qu'ils sont pas tombés sur le coup près une fois qu'ils sont passés à l'âge majeur, plaf, ben, finalement tout leur parcours. Alors, il y a aussi cette aberration du système français qui va nourrir, qui va permettre à des jeunes de vivre tout ce système d'éducation qui est formidable. Ils vont les faire monter en croissance sur leurs compétences, et puis le jour où ils peuvent travailler, et bien là, hop, tout d'un coup, ils ont 18 ans, ils repartent avec toutes ces compétences qui leur ont été offertes, données. Donc je trouve qu'il y a des paradoxes complets aussi dans le système français qui ne bénéficient même pas de ce qu'ils offrent parfois aux mineurs issus d'immigration. Voilà. Merci. Alors, on ne peut pas accueillir trop misère du monde. Alors, déjà, je crois que la phrase, elle se continue, j'ai plus le contexte, mais, de Michel Rocard, mais peu importe. En tout cas, moi, par rapport à cette phrase-là, c'est un peu pour rebondir à ce que vous avez dit, moi je dirais, si. Enfin oui, d'abord parce que c'est pas vrai qu'on accueille toute la misère du monde si on parle des migrants. En France et en Europe, faut savoir que 80% des migrations dans le monde se passent en fait au sein des pays ou dans les pays limitrophes, et que c'est résiduel, les migrations vers l'Europe et vers la France, c'est vraiment résiduel. Donc on n'accueille pas toute la misère du monde. Les migrations, c'est
80% ailleurs qu'ici. Parce que les conflits, parce que la pauvreté, parce que le climat, etc. Donc en fait, et vous avez bien dit, hein, aucun migrant ne part comme ça en se disant tiens, je vais aller voyager. Enfin, c'est pas vraiment un choix, c'est un choix pour survivre. C'est un choix pour survivre. Donc déjà, si on part de ce point de vue-là, peut-être qu'on aurait une autre vision de la personne qui arrive, certes à un moment donné en France, on aurait peut-être une autre vision des choses. Donc ça, enfin bon, là-dessus, moi, je peux pas entendre, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On est un pays riche. Hein. Enfin, on a des difficultés, mais c'est rien par rapport à plein d'autres pays. Donc on a les moyens de le faire. On n'a simplement pas la volonté politique. Et malheureusement, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que comment on peut construire un autre récit face à la montée de l'extrême droite, je m'excuse d'être très précise, qui nous attend. Ça va être encore pire. On est déjà dans cette perspective-là. Donc, enfin moi, ça ne me réjouit absolument pas. Et je suis très étonnée, enfin je ne suis pas très étonnée d'ailleurs, mais je me dis, comment on peut arriver à mobiliser l'opinion publique ? On arrive à mobiliser l'opinion publique sur plein d'autres choses, y compris sur le climat. Ça commence. Regardez la loi du plomb. Par une mobilisation citoyenne, on a pu faire reculer un peu des choses. Bon, il faut toujours recommencer. C'est jamais acquis. Mais sur les migrations, c'est vrai que, enfin moi je suis dans le Loir-et-Cher. Bon là on a plutôt un préfet qui est un petit peu moins rigide et qui est un peu plus humain, mais bon n'empêche c'est un préfet donc c'est compliqué. Et quand on se mobilise effectivement avec le collectif similaire, alors qu'il nous s'appelle pas comme vous, mais c'est la même chose, on se retrouve 50 devant la préfecture à défendre. Alors il y a aussi les enfants, les familles à la rue, avec le collectif aussi pas d'enfants à la rue. On arrive à être entre 50 et 80. Mais on n'est tous que des militants de ces associations-là. On n'arrive pas à mobiliser l'opinion publique sur quelle image de la France, quelle France on est en train de construire, qui rejette l'autre, en fait, tout simplement, qu'il soit étranger ou pas. Et merci de votre intervention. Moi, quand j'ai parlé de « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », c'est une provocation par rapport à ceux qui opposent, justement. Et quand je vois, par exemple, c'est un frère franciscain, Alain Richard, qui a créé à Toulouse les cercles de silence, justement pour protester contre la façon dont les gens sont, j'allais dire, incarcérés dans les centres de rétention. Ça dure encore aujourd'hui. Il y a moins de cercles de silence, mais il y en a encore aujourd'hui. Ça n'a eu un effet zéro sur tous les gouvernements qui se sont succédés depuis plus de 20 ans. C'est sidérant. C'est-à-dire qu'une population qui se met en silence autour de la mairie pour protester en silence contre les conditions des centres de rétention, et que ça n'a aucun effet, aucun impact sur quelque gouvernement que ce soit, c'est quand même très inquiétant, ça. Voilà, on arrive au terme de notre compte, peut-être une dernière. De réflexion d'abord, hein, comment se fait, hein, y compris quelques militants, etc., comment vous comprenez, hein, puisque ces nouvelles législations, ces lois, votées par des députés élus par des citoyens de notre pays, hein, sachant que quand je vois, y compris quand je suis en Essonne, je suis dans un territoire de très grande diversité. J'étais l'autre jour dans une commune où il y a 89 nationalités différentes dans la commune. Comment vous comprenez, alors qu'il y a, y compris globalement, il y a un vivre ensemble qui se passe bien, comment vous comprenez, hein, cette évolution des législations? Deuxième point, j'attire l'attention sur un point. Il ne suffit pas d'être né en France pour être français. Et je pense que là, il y a un déficit d'information, en particulier auprès des familles, parce que vous savez qu'entre 16 et 18 ans, il y a des démarches à faire. Et c'est pas au dernier moment, hein, que... Et donc là, je pense qu'il y a un travail, y compris au sein de nos communautés chrétiennes, je pense en Essonne, où il y a une très grande diversité, où un certain nombre de jeunes ou de parents sont confrontés à cette situation, mais ils ne le savent pas. Je pense qu'il y a un travail, y compris à faire conjointement entre membres d'une communauté chrétienne avec la municipalité, etc., ne serait-ce que pour
donner un accès à la compréhension des droits et des démarches à faire. Parce que souvent, il y a un frein qui est lié soit à la langue, soit, on l'a dit au moment de la naissance, mais il s'est passé 15 ans ou 16 ans et ça a été oublié. Une remarque juste, et puis on s'arrête là. Alors moi je préfère la phrase de la CIMAD, il n'y a pas d'étrangers sur cette terre, parce que finalement, je ne sais pas s'il y a des gens de la CIMAD qui sont là, mais je trouve que c'est une belle phrase, il faut peut-être remplacer, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde par il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Alors je propose qu'on prenne juste 30 secondes en silence pour que chacun écoute un peu ce qu'il a entendu et garde les phrases avec qui il va repartir, parce qu'on nous met beaucoup de phrases dans la tête, on l'a vu aussi. Et les médias, j'en fais partie, regardez en chaîne d'infos continues comment on nous matraque avec des affirmations et des prises de position très péremptoires. Donc il faut qu'on résiste aussi intérieurement à dire je fais le choix d'écouter cette voix et pas telle autre. Alors on prend quelques secondes pour faire un petit cercle de silence ensemble pour entendre ce qui est important pour nous. Voilà, merci beaucoup. On continue dans 10 minutes. De nouveaux carrefours ont lieu. Merci. On se retrouve tout à l'heure ou tout de suite, comme vous voulez.